Graines de tournesol, de soja, de sésame, de lin, de courge, de pavot ou de chia. Quelles sont les meilleures graines oléagineuses pour la santé, pour le tour de taille, et dans quelle proportion il est possible d'en consommer? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette partie tirée du guide de l'alimentation méditerranéenne dont vous retrouverez l'entièreté sur blueness.com. Pourquoi l'alimentation méditerranéenne? Parce qu'elle a été identifiée par la science et par empirisme comme l'un des modes alimentaires les plus sains au monde. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de décortiquer ce mode alimentaire et de l'intégrer aux bonnes pratiques du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, en le greffant donc à l'alimentation pauvre à modérée en glucides, qui est également l'un des piliers de notre guide pour améliorer les marqueurs de santé, la longévité et également le tour de taille. Alors pour rappel, les oléagineux, c'est de manière générale tout ce qui rassemble les végétaux que l'on cultive pour les apports en graisse et dont on peut extraire l'huile. Les oléagineux, ils existent sous trois formes. On a les fruits secs oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches et qu'on a déjà traités précédemment. On a les graines oléagineuses que nous allons traiter aujourd'hui et les fruits frais oléagineux comme l'avocat, l'olive et la noix de coco, qui sont des aliments typiques d'une diète à la fois low carb et méditerranéenne en ce qui concerne l'olive notamment, et que nous avons déjà traité également dans d'autres podcasts. Les oléagineux, ils ont une composition nutritionnelle assez singulière avec une teneur généralement majoritaire en lipides, donc en matière grasse, une teneur assez importante en protéines, assez remarquable, et une teneur en glucides plus ou moins modérée selon les cas. Sauf qu'ils sont très denses nutritionnellement, donc on va les consommer par définition en petite quantité, sauf lors de certains excès en ce qui concerne par exemple le beurre de cacahuète, et ça va être notamment des aliments complémentaires. Non pas qu'ils soient secondaires, mais disons qu'ils ne vont pas être la base de l'alimentation, ils vont venir en petite quantité pour agrémenter notamment des recettes. Et l'intérêt de ces oléagineux, c'est que consommés en quantité modérée, ils vont avoir un grand nombre de vertus pour la santé, des vertus qu'on a déjà listées dans le podcast introductif qui leur a été réservé. On va retrouver notamment le fait qu'ils entraînent une très bonne satiété, c'est-à-dire qu'ils vont couper la faim assez rapidement et pour longtemps, et sans en avaler des énormes quantités, hein. Ils vont avoir des effets bénéfiques sur la glycémie parce qu'ils vont justement atténuer le pic de glycémie, notamment lorsqu'on les consomme avec un peu de glucides. Et le fait qu'ils vont entraîner une bonne satiété, ils vont de facto permettre, généralement dans les diètes low carb, euh, disons, d'accompagner la perte de poids. Donc ils vont réduire la graisse corporelle de façon indirecte évidemment. Ils vont faire diminuer l'inflammation chronique, surtout certains oléagineux qui vont être consommés dans des quantités relativement modérées, donc qui ne seront pas trop inflammatoires. Le piège étant de les consommer dans des quantités trop élevées. Alors là, ce ne sera pas le cas pour les graines oléagineuses, parce que ce sont des graines, on en consomme par définition dans des quantités hyper négligeables. Et enfin, ils apportent tout un tas de micronutriments, de polyphénols, etc. Et ils sont susceptibles d'entraîner une diminution des maladies cardiovasculaires et plus généralement des maladies de civilisation. Alors tous ne se valent pas, on peut en prioriser certains au détriment d'autres, même si l'idée c'est de les faire tourner. Mais, euh, mais ici, justement, ce qu'on va faire comme exercice, c'est de tous les lister, déjà pour prendre conscience qu'ils existent, hein, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas forcément qu'ils existent et ils ne les ont même jamais testés d'ailleurs. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de les passer au peigne fin. Alors déjà, pour s'entraîner à ce type d'exercice et du coup faire travailler sa gymnastique nutritionnelle, de façon à ce que quand on regarde les infos nutritionnelles d'un aliment, on ne soit plus face à une langue qu'on ne connaîtrait pas du tout. L'idée ici, c'est d'essayer d'apprendre à manier les informations nutritionnelles et de savoir ce qu'elles signifient et de les contextualiser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit qu'il y a tant de glucides ou tant d'oméga 6 qu'il va falloir non plus s'affoler parce que il faut ramener l'aliment au poids qu'il va représenter une fois qu'il va être par exemple gorgé d'eau, une fois qu'il va être cuit, etc. Donc
Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, qui va être, en ce qui concerne la seconde partie, exclusivement réservée aux membres Blueness. Donc on va apprendre pour chaque graine, on va décortiquer et interpréter les informations nutritionnelles et on va donner les recommandations en termes de quantité à consommer et dans quel type de diète. Et à la fin du chapitre, il y aura un vrai tableau récapitulatif de toutes les graines oléagineuses, de la meilleure à la moins bonne, entre guillemets, avec tout un tas de critères retenus, parmi lesquels le taux de glucides net au 100 grammes, le taux de graisse saturée, le ratio oméga 6 oméga 3 pour limiter l'inflammation, la quantité de fibres et le type de phytoœstrogène, qui on verra, les phytoœstrogènes, c'est un peu quelque chose qui est à double tranchant. Autant vous dire qu'il s'agit là d'un contenu de haute teneur et qui pourra vous servir tout au long de votre parcours alimentaire, parce qu'il va vous apprendre plein de choses, non seulement sur les graines oléagineuses, mais aussi sur la façon d'interpréter les tableaux nutritionnels. Donc la première partie est entièrement gratuite et on va commencer dès à présent avec les graines de courge. Les graines de courge, elles sont issues de la courge à huile, un légume qui est originaire d'Amérique et qu'on cultive justement pour ses graines. La graine de courge, elle est arrivée véritablement en France qu'au XVIIe siècle. Et la première preuve connue de sa domestication, donc la domestication de courge, ça remonte à il y a environ 8000 ans. Avant la domestication d'autres cultures plus connues, comme le maïs ou les haricots communs, dans la région d'environ 4000 ans. Les courges, elles rassemblent plusieurs légumes, comme la citrouille, le potiron, la courge butternut, que vous connaissez bien. Elles sont généralement cultivées pour leurs fruits comestibles, mais aussi parfois, dans le cas qui nous intéresse ici, pour leurs graines oléagineuses. Pour rappel, les courges, ce sont des légumes qui sont un tout petit peu plus riches en glucides nets que la plupart des légumes verts, mais tout de même moins riches en amidon que la pomme de terre. C'est donc des légumes qui sont situés à cheval entre les légumes fibreux, qui sont encouragés ou du moins autorisés en régime cétogène. Donc ils sont à cheval entre les légumes fibreux, qui contiennent très très peu de glucides, et les légumes féculents, qu'on considère comme des féculents, qui sont la pomme de terre, mais aussi l'igname, le panais ou le manioc. À titre de comparaison, aux 100 g d'aliments, la citrouille contient 7 g de glucides seulement, le potiron, le potimarron, 7 g de glucides, la courge butternut, elle monte à 11 g de glucides aux 100 g, la pomme de terre, entre 15 et 20 g de glucides, l'igname 25, le riz blanc cuit, il contient 28 g de glucides aux 100 g, et le manioc, il va jusqu'à 36 g aux 100 g, 36 g de glucides. On comprend donc que la courge butternut frôle la pomme de terre en termes de teneur en glucides et peut quasiment être considéré comme un légume féculent qui aurait sa place dans une alimentation low carb de type méditerranéenne. Toutefois, en alimentation cétogène, on évitera pas seulement ces légumes féculents, mais aussi tous les types de courges, en tout cas dans des quantités importantes, sans quoi on dépasserait la quantité acceptable de glucides, à moins d'être un sportif par exemple. Donc l'idée en régime cétogène, c'est si on consomme ce type de légumes féculents, entre guillemets, c'est de les consommer en toute petite quantité, de façon à, si on souhaite rester en cétose, à pouvoir le rester justement. Pour revenir à la graine de courge, voyons ensemble sa composition nutritionnelle avant de nous intéresser à ses vertus. On a dans les tableaux les valeurs nutritionnelles que vous retrouvez d'ailleurs dans le chapitre dédié sur blueness.com. Vous pouvez suivre la formation audio avec en plus l'article écrit. Donc on peut voir qu'il y a à peu près 46 grammes de glucides au 100 grammes, 46 grammes de lipides bien sûr au 100 grammes, 35 grammes de protéines, 2 grammes de glucides, dont seulement 1,60 g de sucre au 100 grammes. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a une teneur assez intéressante, assez remarquable en protéines de 35 grammes, une teneur négligeable en glucides et surtout en sucre, une teneur quand même modérée voire importante en graisse saturée, et une teneur intéressante en fibres qui est moyenne, qui est de 6,20 grammes au 100 grammes, ce qui est normal vu que c'est un légume. Et enfin, un sujet qu'on n'a pas encore abordé ici, une teneur modérée en phytoœstrogènes, et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Au niveau de la composition alimentaire, on remarque donc que son atout, c'est la teneur en protéines, parce que les protéines, on en a besoin, même en régime cétogène, contrairement à ce qui est dit.
Elle brille par la graine de courge par sa teneur en glucides qui est symbolique, hein, qu'on considère, donc on va considérer que c'est un bon point, hein, surtout dans les diètes pauvres en glucides, ou lorsqu'on veut contrôler en tout cas son apport en glucides. Ensuite, elle contient une quantité modérée, mais tout de même conséquente, on l'a dit, d'acides gras saturés, jusqu'à 8 grammes d'acides gras saturés au 100 grammes. Sauf qu'en pratique, on consommera rarement plus de 30 à 40 grammes de graines de courge et encore, ce qui amène l'apport en graisses saturées à des taux totalement négligeables. Alors certes, il ne faut pas faire la chasse aux graisses saturées, notamment en diète cétogène. On le sait désormais que c'est pas le diable. Néanmoins, il est bon de faire un rappel assez rapide concernant l'apport en graisses saturées, y compris d'ailleurs en diète cétogène. Donc je vais me permettre une petite digression. Vous le savez si vous avez lu ce guide, les graisses saturées elles ne sont pas forcément les coupables dans les maladies cardiovasculaires, contrairement à ce qui a pu être dit au cours du XXe siècle. Au contraire, c'est plutôt le trop-plein de glucides et l'association glucides-lipides de mauvaise qualité et à outrance qui seraient responsables de bien des maux. Néanmoins, si les graisses saturées sont plébiscitées en régime cétogène, ça ne veut pas dire qu'il faille s'en gaver. Et encore moins à tous les moments de la journée, surtout lorsqu'on souhaite d'ailleurs perdre du poids. On se souvient dans la masterclass dédiée aux apports optimaux en protéines, glucides et lipides, hein, que vous retrouverez sur le site Blueness, on se souvient que la répartition entre les différents types de graisses, la répartition jugée comme étant plus ou moins optimale, c'était approximativement environ 25 grammes par jour de graisses saturées, ce qui représenterait environ 11% de l'apport calorique total, et généralement 25 grammes de l'apport total en graisse, si on considère qu'on apporte à peu près 100 grammes de graisse par jour. Ce qui laisse du coup un apport majoritaire pour les graisses monoinsaturées qu'on juge neutres ou moins bonnes pour la santé, notamment lorsqu'elles sont apportées en quantité assez importante, et minoritaire en oméga 6 et oméga 3 qu'on appelle également les graisses polyinsaturées. Il ne s'agit pas de suivre évidemment cette répartition à la lettre et de faire des calculs d'apothicaire, mais juste de comprendre que l'organisme n'a pas forcément besoin, il n'est pas forcément fait pour avaler des quantités astronomiques de graisses saturées à toute heure de la journée, surtout si on le fait de façon artificielle, en augmentant exagérément les quantités consommées de beurre, d'huile de coco ou encore de graisse animale. D'autant plus que d'un point de vue anthropologique, les êtres humains chassaient des animaux sauvages, qui étaient jadis beaucoup plus riches en protéines et en graisses monoinsaturées, et moins riches en graisses saturées que les animaux d'aujourd'hui qui sont engraissés de façon plus ou moins artificielle, notamment via une alimentation inflammatoire, riche en glucides, et qui sont ensuite assemblés à partir de plusieurs viandes pour donner du coup un mix de viande dans les étalages de grande distribution. Et nous n'avions pas du coup du temps des chasseurs-cueilleurs, hein, des oléagineux à profusion qui seraient riches ou pas d'ailleurs en graisses saturées. Donc au final, ce petit rappel, il a pour but de rappeler que oui, les graisses saturées peuvent être très bonnes pour la santé, elles le sont, hein, elles ont des bienfaits, et elles agissent sur tout un tas de mécanismes, mais ce n'est pas une raison pour en consommer plus que de raison, de façon artificielle, d'autant plus que pour atteindre les 25 grammes par jour qui sont plus ou moins recommandés, ça représenterait tout de même une sacrée quantité d'aliments gras qui devrait normalement vous faire atteindre la satiété avant même d'avoir explosé les compteurs. Ce qui nous ramène d'ailleurs au chapitre dédié à l'excès d'apport en protéines, et dans lequel on montrait qu'en consommant des aliments bruts, il était difficile d'aller au-delà des recommandations en protéines et du coup d'être en excès. Par ailleurs, d'un point de vue biochronologique, et on va dédier une formation entière dédiée à la chrononutrition, les graisses saturées, elles mettent du temps à être métabolisées. Et le meilleur moment pour en consommer, ce serait en début de journée, et le pire moment, ce serait avant de dormir. Et dans ce cas précis, avant de dormir, leur consommation serait même néfaste pour la santé. Donc là encore, les graisses saturées sont un atout, mais qui peut s'avérer être à double tranchant. Il faut donc savoir le manier avec précaution. En conclusion, on va donc considérer dans ce chapitre, sur les graines oléagineuses, qu'un apport modéré en graisses saturées, ce sera un avantage, et un apport élevé en graisses saturées, ce sera plutôt contre-productif, en considérant qu'on a déjà par ailleurs une alimentation qui est riche en graisses et en graisses saturées, donc via par exemple des œufs, pourquoi pas du bacon, du fromage ou bien de la viande plus ou moins grasse. Et tout ça devrait nous apporter ce qu'il faut de graisses saturées, donc pas besoin non plus de consommer des oléagineux en énorme quantité et a fortiori des oléagineux riches en graisses saturées. Bref, tout ça pour dire que point trop n'en faut, même s'il en faut quand même. La parenthèse est refermée.
Donc pour revenir à la graine de courge, elle a donc une teneur modérée en graisses saturées, ce qui est donc un bon point vu ce qu'on vient de dire. Elle est néanmoins principalement riche en lipides, donc forcément elle est très calorique, à l'instar d'ailleurs de tous les oléagineux. On en consommera donc environ une poignée de temps en temps afin d'agrémenter ses salades, ses soupes, etc. En termes de lipides, les graines de courge sont source d'oméga 3 en très faible quantité et d'oméga 6 et d'oméga 9 en quantité moyenne. Donc un ratio pas hyper intéressant en termes d'oméga 3, oméga 6. Mais bon, là c'est à la marge vu la quantité consommée. Ensuite, elle contient des lignanes qui sont des phytoœstrogènes. Et on reviendra sur les phytoœstrogènes un peu plus tard. Dans la pratique, à raison d'une poignée de temps en temps, d'environ 10 à 20 grammes, la graine de courge va surtout apporter quelques précieux grammes de protéines végétales, toujours bonne à prendre, hein, peut-être environ 5 à 10 grammes grand maximum, une part non négligeable d'acides gras insaturés, ce qui est une bonne chose, et une part relativement négligeable de gras saturés. Si on en prend une poignée, on sera à 1 à 2 grammes de gras saturés, donc c'est largement correct. Donc tant qu'on reste dans des proportions raisonnables, en agrémentant par exemple de temps en temps une salade, un pain de bonne qualité, par exemple un pain cétogène, la graine de courge a toute sa place dans les oléagineux recommandés pour le tour de taille, tant qu'on en consomme de façon raisonnable, et ce dans tous les types de diètes. On peut les consommer telles quelles, décortiquées, non salées ou salées d'ailleurs, à raison d'une poignée par jour en moyenne, donc environ 10 à 15 grammes. Et il s'agit bien d'une moyenne, puisque l'idée c'est pas non plus d'en faire une consommation quotidienne, millimétrée et obligatoire, mais plutôt d'utiliser les graines de courge et de façon générale les oléagineux pour donner du goût aux recettes ou comme un petit encas, et en les faisant tourner au gré des envies. Du côté des micronutriments, la graine de courge elle est riche en sels minéraux, magnésium, hyper important, fer, hyper important, phosphore, zinc, hyper important, cuivre, important, potassium, hyper important, et calcium. Et enfin en vitamines A, B1, B2. Côté vertu, via du coup cet apport en micronutriments, en fibres aussi, et en antioxydants, la graine de courge elle aurait des effets bénéfiques sur les troubles de la prostate dus à l'âge et sur les infections urinaires. Elle soutiendrait également le fonctionnement des reins, aiderait à lutter contre la rétention d'eau et favoriserait une bonne santé des os, une bonne santé cardiaque, une bonne santé du foie et une bonne santé immunitaire. On peut donc la valider en tant que graine oléagineuse qui est satisfaisante pour la santé. On passe aux graines de lin. Le lin qui est cultivé et consommé par les humains depuis l'ère du néolithique, donc il y a environ 10 000 ans. On l'utilisait aussi bien pour fabriquer du tissu que pour ses qualités nutritionnelles. Donc si on regarde le tableau des infos nutritionnelles qu'on peut consulter sur blueness.com, on constate que le principal atout des graines de lin, c'est leur teneur en oméga 3, 4 fois supérieur aux oméga 6, ce qui confère aux graines de lin un ratio oméga 3 oméga 6 unique en leur genre. Avec les graines de chia d'ailleurs qu'on va voir juste après, les graines de lin elles font partie des végétaux les plus riches en oméga 3. Toutefois, comme on l'avait vu dans les contenus dédiés aux oméga 3 aux oméga 6, les acides gras oméga 3 végétaux sont des précurseurs d'autres types d'oméga 3 qui sont eux bénéfiques pour la santé, et le taux de transformation via les oméga 3 d'origine végétale en oméga 3 utilisables et bénéfiques par l'organisme, et bien ce taux de transformation est très faible. C'est la raison pour laquelle on privilégie généralement l'apport en oméga 3 d'origine marine qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Bon, toutefois, les apports en oméga 3 des graines de lin sont toujours les bienvenus. Il y a toujours un taux de transformation qui est certes bien moins intéressant que les oméga 3 d'origine marine, mais qui est toujours bon à prendre. Donc, bien qu'il soit le bienvenu dans la graine de lin, l'apport en oméga 3 ne sera pas non plus miraculeux, mais il est toujours bon à prendre. On sait que les oméga 3, on le rappelle d'ailleurs, c'est anti-inflammatoire. Ils contrebalancent les effets des oméga 6 qui sont généralement pro-inflammatoires. Et les oméga 6, on en a besoin, hein, mais c'est juste qu'il ne faut pas non plus en apporter en excès comme c'est le cas dans l'alimentation moderne transformée. Donc l'un et l'autre agissent comme des antagonistes. Néanmoins, c'est toujours bon de consommer des aliments riches en oméga 3 et de ne pas se gaver d'aliments riches en oméga 6 pour justement améliorer ce ratio. Donc, dans le cas précis de la graine de lin, ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'apport élevé en oméga 3, c'est l'apport faible en oméga 6, du coup en valeur absolue, qui ne viendra pas s'ajouter aux nombreux aliments qu'on consomme déjà dans notre quotidien et qui sont déjà riches en oméga 6.
et qu'on consomme parfois aussi malgré nous, hein, comme les huiles végétales, qui sont utilisées dans la restauration de la grande distribution. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on disait juste avant que le plus intéressant des graines de lin, c'est pas tant leur ratio, c'est le fait qu'elles n'apportent pas en valeur absolue des apports en oméga 6 trop importants. Donc le second atout des graines de lin, c'est leur richesse en protéines. Donc la teneur en protéines pour 100 grammes, elle s'élève à environ 20 grammes, ce qui est énorme pour un végétal. Et enfin, elles sont pauvres en glucides assimilables et riches en fibres, particulièrement en fibres insolubles, ce qui est bon pour le transit intestinal, donc ce qui est bon à savoir pour les personnes constipées. On remarque donc que comparativement aux fruits à coque, les graines de lin elles sont moins riches en lipides, moins caloriques, plus protéinées et surtout plus riches en oméga 3. Elles ont donc un profil très intéressant. Elles seront les bienvenues pour d'une part rééquilibrer le ratio oméga 6 oméga 3, donc pour le rendre moins inflammatoire, et d'autre part pour remplacer ou compléter de temps à autre les fruits à coque, donc les noix, les amandes ou les noisettes, parce que leur profil nutritionnel est hyper intéressant, si ce n'est meilleur que certains fruits à coque. En plus, elles ont un apport négligeable en graisses saturées, hein, quasiment symbolique, d'environ 3 grammes au 100 grammes, et surtout qu'on en consomme rarement une telle quantité. Au niveau des micronutriments, elles sont riches en vitamine B1, ce qui est hyper bienvenu, en magnésium, on le sait, hyper important, en phosphore et en zinc. Elles contiennent également des composés phénoliques, qui sont des antioxydants, donc c'est des polyphénols. Hein. Pour rappel, les polyphénols, les antioxydants, c'est des composés qui vont venir lutter contre l'oxydation, c'est-à-dire les déchets générés par l'organisme, et qui du coup ralentissent le vieillissement. Concernant les phytoestrogènes, on avait vu que les graines de courge en contenaient, les graines de lin en contiennent également. Elles contiennent à peu près le même type de phytoestrogènes qui sont des lignanes, hein, et qu'on retrouve donc, on l'a dit, dans les graines de courge, mais aussi dans les graines de sésame et de pavot qu'on va traiter juste après. Et ce polyphénol il est impliqué dans des mécanismes de défense de la plante, donc c'est ce qui permet à la plante de se défendre, et il est métabolisé en entérolignanes après l'ingestion, et c'est une sorte de molécule qui est très similaire à l'oestrogène, ce qui fait que ce phytoestrogène qui vient de la graine de lin, il va se lier au récepteur de l'œstrogène en lieu et place du véritable oestrogène qui est notre hormone féminine. Autrement dit, la lignane de la graine de lin, elle va bloquer le récepteur à l'oestrogène, elle va donc empêcher l'oestrogène qui circule dans le sang de se fixer aux récepteurs qui sont prévus pour ça, et les conséquences sur la santé pour l'instant, elles restent floues, contradictoires, mais on va voir qu'il y a quand même des bienfaits. D'un côté, les phytoestrogènes semblent bénéfiques pour la santé. Elles seraient un allié dans la prévention et dans le traitement du cancer, notamment le cancer du sein et de la prostate, notamment en empêchant le vrai oestrogène de se fixer à son récepteur et donc, pour schématiser au maximum, de répondre au signal des cellules cancéreuses qui auraient besoin de l'oestrogène pour proliférer. Donc ça permettrait de tempérer le développement des cellules cancéreuses, tout en maintenant à une bonne santé cardiovasculaire. Et de l'autre, certains phytoestrogènes seraient à modérer, en revanche, pour éviter justement la prolifération de cellules cancéreuses et la survenance de certains problèmes hormonaux, particulièrement lors de certaines périodes sensibles comme la grossesse, la petite enfance et la ménopause. Mais il semblerait que ce soit un autre type de phytoestrogène qu'on va aborder un peu plus tard. Plusieurs hypothèses, et d'ailleurs cet autre type de phytoestrogène, on va le retrouver notamment dans les graines de soja. C'est pour ça que le soja est au centre de toutes les polémiques. Donc plusieurs hypothèses sont actuellement à l'étude concernant les bienfaits ou les méfaits des phytoestrogènes. Pour le cas du soja par exemple, il semblerait que les conséquences des phytoestrogènes qu'il renferme, et qui sont des isoflavones, un autre type de phytoestrogène, donc ce n'est pas le même type que les lignanes, eh bien les phytoestrogènes que le soja renferme, il semblerait qu'elles soient liées à la qualité du soja, à la façon dont il a été processé, transformé, etc. Donc les aliments fermentés, tels qu'on en consomme en Asie, ils seraient de bien meilleure qualité que le soja qui est souvent utilisé en Occident dans des aliments transformés. Et on reviendra sur ce point précis et hyper important à la fin de ce chapitre, quand on abordera le sujet du soja et sur le fait d'en manger ou pas d'ailleurs. En ce qui concerne du coup les phytoestrogènes de la graine de lin et de la graine de courge d'ailleurs, il s'agit de lignanes et pas d'isoflavones. Ce n'est pas le même type de phytoestrogène qu'on trouve dans le soja. Et cette forme donc de phytoestrogène, les lignanes, aurait des bienfaits.
il semblerait que l'explication soit liée à la qualité du microbiote des personnes qui consomment les graines de lin. En effet, on a dit précédemment que le phytoœstrogène de la graine de lin, il empêche l'œstrogène de se fixer à son récepteur. Et du coup, l'œstrogène circulant non utilisé, il doit pouvoir être métabolisé. Et ce serait précisément grâce à l'intestin et à la qualité du microbiote qu'on a, qui doit être, je le rappelle, le plus diversifié possible, que cet œstrogène en excès, il peut être métabolisé ou tout simplement éliminé. Vu que le lin est très riche en fibres, et par un biais statistique, les personnes qui consomment des graines de lin sont généralement des personnes qui ont une alimentation assez végétale par ailleurs, tout ça concourt à un microbiote très diversifié et en bonne santé. Évidemment, c'est une piste, une hypothèse, pas une certitude. Néanmoins, il semblerait qu'en ayant des bonnes bactéries dans son intestin, donc en ayant un bon microbiote, ça pourrait aider à métaboliser l'œstrogène circulant, ce qui permet ainsi de bénéficier des bienfaits des graines de lin, ce qui concourt à une meilleure santé générale. Et on avait déjà abordé les bienfaits d'un microbiote en bonne santé dans un podcast qui était dédié et qui concernait les légumineuses en diète méditerranéenne. Donc tout ça pour dire que éviter les phytoœstrogènes par défaut, ça, c'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais comme souvent, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Dans ce cas précis de la graine de lin, sa teneur élevée en phytoœstrogènes, donc en lignane, pourrait expliquer son effet anti-cancer hormonosensible, tant dans la prévention que dans la survie. Parce que, en fait, en ayant ce microbiote très diversifié, l'intestin parvient à mobiliser l'œstrogène circulant, qui, s'il reste circulant, devient du coup nocif, et il parvient soit à le métaboliser, soit à l'éliminer. Et ça, c'est grâce justement au phytoœstrogène des graines de lin. Donc pour résumer cela de manière extrêmement claire, l'hypothèse, c'est que la consommation de graines de lin est associée à des personnes qui souvent consomment en général pas mal de légumes, et donc ce sont des personnes qui ont un très bon microbiote, donc un intestin en bonne santé. Or, les phytoœstrogènes qui sont contenus dans les graines de lin, ils bloquent le véritable oestrogène, il empêche le véritable oestrogène de se fixer à ses récepteurs. En faisant ça, c'est vrai qu'il empêche l'oestrogène du coup de se fixer à ses récepteurs et donc à certaines cellules cancéreuses qui n'attendent que ça pour proliférer et créer des cancers hormonodépendants. Mais le problème, c'est que l'oestrogène se retrouve à circuler, ce qui n'est pas une bonne chose. Or, le fait de consommer des graines de lin et tout un tas de végétaux par ailleurs nourrit le microbiote et c'est ce microbiote qui va pouvoir métaboliser ou éliminer l'œstrogène circulant en excès. Donc c'est un espèce d'effet un peu vertueux qui est encore pas très bien compris par la science, mais nul doute qu'on aura bientôt de nouvelles informations à ce sujet. Et toujours pour résumer, le type de phytoœstrogène qui est contenu dans la graine de lin ou dans la graine de sésame, de pavot ou de courge, qu'on va traiter plus tard, ce sont des lignanes et ils diffèrent des phytoœstrogènes qui sont contenus dans le soja non fermenté, qui est utilisé en général dans les aliments parfois industriels. Donc en résumé, les graines de lin, elles seraient anti-inflammatoires via le fameux ratio oméga 6 oméga 3 qui est absolument remarquable. Elles permettent d'améliorer les symptômes de la constipation, on l'a dit, parce qu'elles contiennent des fibres insolubles qui permettent donc de lutter contre la constipation. Elles réduisent la glycémie, elles pourraient protéger contre les cancers hormonosensibles et elles pourraient protéger également contre le diabète de type 2. Selon certains spécialistes, les graines de lin constitueraient donc un super aliment qui a toute sa place dans une alimentation santé. On va donc maintenant passer aux graines de chia. On traitera après du coup les graines de sésame, les graines de pavot, les graines de chanvre, les pignons de pin, les graines de colza. On verra si la consommation d'huile de colza et d'huile de tournesol est une bonne idée. On traitera enfin en dernier lieu les graines de soja, donc sujet le plus brûlant. Et on verra s'il faut en manger et si oui, dans quel cas de figure. On traitera également les graines de nigel, très peu connues. Et enfin, on établira le classement final des meilleures graines oléagineuses pour la santé avec un tableau récapitulatif que vous pourrez retrouver directement sur blueness.com.
Je vous donne donc rendez-vous sur blueness.com pour la seconde partie du podcast qui est réservée uniquement aux membres premium du site Blueness. À très vite sur blueness.com.